je suis tombée amoureuse de ce métier d'agriculteur. Si on est agriculteur, c'est parce qu'on aime la vie. C'est ma responsabilité de faire en sorte que ça se passe bien pour ces animaux-là. Dans ces cas-là, je m'en veux terriblement. Donc j'ai appelé un service en fait par téléphone qui doit permettre de signaler les agriculteurs en détresse. On m'a répondu que c'était à l'agriculteur lui-même d'appeler, ce qu'il ne fera jamais. Il est malvenu de venir chercher l'agriculteur pour lui dire est-ce que tu as besoin d'aide ou autre. C'est un peu chacun ses affaires et s'il y a besoin, on lève la main et en fait on lève rarement la main. Un agriculteur n'a pas le droit d'être malade parce que s'il est malade, il pourra quasiment plus investir. On arrive à des situations extrêmes où moi, à 8 mois de grossesse, j'étais encore en train de faire naître un veau, quoi. Quand je me suis installée, on était autour de 600 000 € de dette. Il m'a fallu 9 ans pour arriver à tout rembourser. Le prix des tracteurs a pris 30% depuis 3 ans. Les agriculteurs, ils travaillent le dimanche. Bah oui, ça fait parfois du bruit, mais c'est important pour eux et eux n'ont pas de dimanche malheureusement. Aujourd'hui, on exporte notamment des produits phytosanitaires qui sont interdits sur le territoire européen, ce qui est quand même une hérésie. La politique agricole commune fonctionne de moins en moins bien. C'est insupportable. On pédale dans le vide en fait et on n'avance pas. Le monde agricole fait part de sa colère. Ceux qui nous nourrissent se rebellent contre Bruxelles, contre les normes, contre la bureaucratie, la concurrence déloyale. Alors pour en parler, mais pas que, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Cécile Suzanne, éleveuse de bovins en Normandie, qui vient nous présenter ce livre, Les sillons que l'on trace, aux éditions Fayard. Alors un livre assez passionnant, je dois bien le dire, où l'auteur nous raconte son parcours, un parcours pas vraiment comme les autres. Bonjour Anne-Cécile Suzanne. Bonjour. Bienvenue chez Front Populaire. Alors avant que nous parlions de justement la situation actuelle, un petit peu la colère qui gronde, on va dire, j'ai envie de m'attarder dans un premier temps sur votre livre, sur justement ce parcours et votre vision de ce métier qui est vraiment pas commun. Alors vous êtes à la tête d'une exploitation, mais en fait vous n'auriez pas dû l'être si jamais l'histoire n'en avait pas décidé autrement. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement pourquoi vous êtes devenue agricultrice ? C'est vrai que je suis devenue agricultrice par les hasards de la vie, par la fatalité globalement. En fait, mon père était agriculteur, ma mère médecin hospitalier et l'idée c'était que je fasse de grandes études, que absolument je m'extrais du monde agricole pour aller vers la ville, vers Paris. Et mon père finalement en fait est tombé malade. Et du fait de cette maladie qui était très difficile, qu'il faisait qu'il se retrouvait souvent à l'hôpital, je me suis mise à reprendre les rênes de la ferme. Alors de manière assez brutale à vrai dire, parce que j'étais à Boston et ma mère me demande de revenir d'abord pour voir mon père qui allait pas très bien. Vous aviez quel âge ? J'avais 21 ans et derrière en fait je me suis rendu compte que au-delà de mon père, il y avait 400 âmes qui vivaient sous l'hangar, dans les champs, et qu'elles avaient besoin de soins, en fait. C'était les vaches de l'exploitation. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis tombée dans le métier sans rien y connaître et sans y être, à vrai dire, préparée. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'étiez pas destiné, vous le dites vous-même, vos parents ne voulaient pas que vous repreniez cette exploitation, et finalement, vous l'avez reprise, parce que vous auriez pu, le temps que la transition avec votre père se fasse, vous auriez pu la reprendre puis la céder. Oui. Mais finalement, vous êtes toujours à la tête de cette exploitation. Oui, parce que en fait, je suis tombée amoureuse de ce métier d'agriculteur. J'ai pris beaucoup de plaisir finalement à exercer ce métier. Alors c'est venu progressivement. La première année a été très dure justement parce que je ne connaissais pas le métier, parce que l'exploitation aussi avait souffert de la maladie de mon père qui pouvait plus en prendre soin comme avant, même durant les mois qui ont précédé mon retour des États-Unis. Donc tout cela s'est fait progressivement, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai adoré ce métier et ça a été pour moi la plus belle des surprises, en effet. Alors, je vais peut-être vous poser une question qui va paraître de l'ordre de la naïveté, mais parce que vous avez un point commun avec votre père, finalement, c'est que votre père ne voulait pas être agriculteur, il voulait être architecte, vous le dites vous-même. Donc, à quel point c'est presque de la destinée qui vous a amené, fille d'agriculteur, lui également fils d'agriculteur, à devenir agriculteur. C'est presque écrit, quelque part. Oui, c'est d'ailleurs ce que je sous-entends un petit peu dans le livre à un moment donné, en disant mais finalement c'est quelque chose qui poursuit ma famille des deux côtés, comme ma mère aussi, qui n'était pas du tout destinée à rester dans le milieu, et qui finalement a épousé un agriculteur. Donc ça nous suit, mais je pense que c'est pas un hasard, c'est que finalement cet amour de la terre, cet amour de la nature, et finalement de l'agriculture, c'est quelque chose qui se transmet beaucoup. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire au travers de ce livre, en fait, c'est de transmettre la passion, puisqu'il n'y a pas de raison que ce soit juste un lien du sang qui unisse les agriculteurs à leur terre. C'est à mon avis beaucoup une question de transmission. Alors vous venez d'avoir un enfant, j'ai presque envie de vous demander de vous projeter. Est-ce que vous voulez que cet enfant reprenne l'exploitation ? J'ai envie qu'elle
cultive, parce que c'est une fille, l'amour de la terre, de la nature. Ça, c'est important pour moi, donc j'ai envie qu'elle grandisse environnée des vaches, des champs, etc. Après qu'elle reprenne l'exploitation, c'est pas du tout aujourd'hui quelque chose que je souhaite particulièrement. Bien sûr, ça me fera plaisir et bien sûr, je l'accompagnerai si elle le souhaite. Mais si elle veut faire autre chose, elle fera en toute liberté toute autre chose. Par contre, ce qui me tiendra toujours à cœur, c'est que cette exploitation, dans laquelle je mets tant de cœur, et dans laquelle mon père avant, mes grands-parents avant ont mis tant de cœur, c'est qu'elle soit transmise à quelqu'un qui, après, la fera encore vivre et la fera grandir dans le sens, en fait, s'adapter au monde qui vient. Alors, ce n'est pas vous faire avure que de vous faire remarquer que vous êtes une femme. Et c'est aussi l'objet de ce livre, j'imagine. Parce qu'en vous lisant, on remarque à quel point il semble naturel pour beaucoup d'acteurs qui tournent autour de ce milieu-là qu'agriculteur rime avec homme, finalement. C'est vrai que c'est le premier lien qu'on fait. D'ailleurs, quand un fournisseur vient dans la cour de l'exploitation et qu'il me trouve moi en première, il a tendance à me demander où est le patron. Donc c'est quelque chose d'assez classique de voir des hommes en agriculture. Après, ce que j'explique en fait, c'est que concrètement dans la vie de la ferme, c'est pas du tout une difficulté que je sois une femme. C'est pas parce qu'on a moins de force physique qu'on est moins bon, parce qu'il suffit tout simplement d'être un petit peu malin et de s'équiper pour pas se casser le dos. Et ça vaut aussi pour les hommes dans les faits. En revanche, il y a effectivement beaucoup de préjugés qui viennent de l'extérieur de ce monde. Enfin, typiquement les banques qui ont eu beaucoup de mal à me suivre, alors même qu'elles suivaient mon père depuis 20 ans et qu'elles ont suivi mon père même malade. Et moi qui reprenais vaillante et jeune, j'avais pas le droit à ce même soutien, donc c'était quand même curieux. Et puis derrière, un petit peu plus tard, mais quand j'ai commencé à avoir des fonctions dans les coopératives agricoles qui accompagnent les agriculteurs dans la valorisation de leur production, en fait là aussi je me suis heurtée à un mur de préjugés dans les faits et mon enjeu ça a été de les dépasser, mais c'était parfois très frustrant de se dire en fait j'ai envie d'y arriver, je vais y arriver, je suis persuadée qu'on peut y arriver ensemble au sein de l'exploitation ou au sein de la coopérative et de se heurter à ce mur-là qui n'avait rien de rationnel. Et comment ça se manifestait notamment au niveau des banques, parce que quelque part comment est-ce justifié d'être moins prévenante vis-à-vis de vous que vis-à-vis de votre père? Elles ne se sont pas justifiées de ça, dans les faits, elles ne s'embarrassaient pas de le faire. Donc non, je sais que le conseiller bancaire historique de mon père, qui le suivait depuis très longtemps, m'a dit, moi en fait, je suis les personnes dans lesquelles je crois, et je ne crois pas en vous, donc je ne vous suivrai pas. Et ça, il me l'a dit, effectivement, donc c'était assez brutal, mais ça a été un petit peu pareil avec les comptables, qui m'ont dit, mais si vous tenez 1 an ou 2, vous pourrez vous estimer heureuse. Et qui d'ailleurs n'ont rien facilité sur le sujet, mais voilà, donc ça a été un petit peu général, mais je pense que ça m'a plus dans les faits piqué qu'autre chose. Je me suis dit mais en fait ils n'y croient pas, moi je vais leur montrer que c'est possible. Et c'est presque une double peine parce que quand à un moment vous parlez de Sébastien Le Foll, à l'époque ministre de l'Agriculture sous François Hollande. Et quand il vous le croisez, quand il vous toise, il n'arrive pas à croire que vous soyez agricultrice. Parce que vous êtes habillée, vous êtes féminine, et finalement, vous ne projetez pas cette image qu'il a des agriculteurs. Non, en fait, après, c'est un peu mon sort à moi, mais en soi, j'en suis pas malheureuse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés qui circulent, mais en fait, des deux côtés. Quand on est agricultrice, on m'a beaucoup dit, de toute façon, Cécile, quand on me voyait à la ferme, etc., tu portes jamais de robe. En fait, si, c'est vrai aussi, mais pas effectivement dans la cour de ma ferme. On renvoie en fait de l'image des agricultrices quelque chose d'assez rude, qui est assez erroné dans les faits. Donc effectivement, quand on est agricultrice, il y a la question de trouver sa place en tant que femme et aussi de trouver la place pour la féminité. Mais c'est un peu la même chose à Paris, c'est-à-dire que quand je suis à Paris, que je porte des robes, que je suis en tailleur et que je dis j'ai une exploitation agricole, on me regarde de travers en me disant elle dit n'importe quoi, c'est faux, ça peut pas être possible. Donc ouais, c'est un peu cette image à chaque fois qu'on a des choses qui parfois est décalée parce que juste en fait on a le droit d'exercer plusieurs métiers, d'être dans 2 mondes à la fois. C'est peut-être assez rare, mais c'est pas incompatible. Quand vous revenez de Boston, vous vous retrouvez du jour au lendemain à la tête de cette exploitation. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que c'est qu'être à la tête d'une exploitation du jour au lendemain? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Parce qu'il y a une difficulté qui est immense, il y a un inconnu qui est immense. Ouais, ce métier-là, en tout cas, ce que j'essaie de décrire, en fait, dans le livre, c'est l'impression de gouffre qui m'absorbe, qui était vraiment omniprésente, parce que
ce métier est total. Le métier d'agriculteur, c'est pas quelque chose qu'on peut faire 10 heures par semaine et s'en dégager le reste du temps. C'est un métier qui est en fait une vie. C'est aussi pour ça qu'il est si important pour les agriculteurs. C'est aussi pour ça que c'était si important pour moi de garder cette part de mon père, parce qu'il y avait mis du cœur dans cette exploitation. Donc oui, c'est un métier total. Et je me retrouvais de facto du coup totalement embarquée dans la survie de l'exploitation familiale. Donc j'y ai mis toute l'énergie que j'avais à l'époque. Et donc ça a été pour faire prendre soin des animaux, aller voir les cultures, et puis tout faire pour que ça finisse on finisse par s'en sortir. Il y a le côté naissance aussi. Est-ce que c'est quelque chose... Vous racontez pas mal d'accouchements, c'est quelque chose de très, très marquant dans votre activité. Oui, en fait, les vélages, du coup, les naissances, les naissances des petits veaux, en fait, moi, c'est mon moment préféré encore aujourd'hui en tant qu'agricultrice, en tant qu'éleveuse, parce que c'est la vie qui arrive. En fait, si on est agriculteur, c'est parce qu'on aime la vie, on aime la faire naître dans les champs, on aime la faire naître dans le troupeau. Donc cette vie qui naît, c'est forcément un moment extrêmement marquant. Et ça m'a beaucoup marqué aussi au début de l'exploitation parce que finalement, moi, en accompagnant mon père, j'avais très peu vu la mort, j'avais très peu vu tout ça. Et d'un coup, en reprenant la ferme, en fait, j'avais cette thématique-là de la mort qui me poursuivait un peu avec mon père qui était très malade, qui était, dont les pronostics étaient assez mauvais pour sa maladie. Donc on me disait, il va mourir. Et puis je voyais les animaux et parfois des animaux qui mouraient. Et dans tout ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est un peu un pendant à cette vie qui naît. Et donc, les naissances, ça m'a très vite interpellée. Je me suis dit, mais en fait, là, je vais me battre pour que chaque veau qui naît puisse vivre et d'ailleurs ait une belle vie dans les champs, etc. Donc, je me suis beaucoup battue pour ça. Et c'est aussi pour ça que je peins autant les naissances. Mais en tout cas, c'est un moment absolument miraculeux dans la vie d'éleveur et on s'en lasse jamais. Et c'est un très, 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 très beau moment du métier qui participe beaucoup à la passion. Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier, un rapport à la vie et à la mort, parce que vous êtes éleveuse. Éleveuse, ça veut dire que vos animaux vont un jour mourir, être menés à l'abattoir. Et pourtant, il y a un véritable amour de ces naissances, amour des bêtes pendant leur vivant. Même vous essayez de sauver des bêtes quand elles sont dans le désarroi. Et il y a une douleur aussi, on ressent quand la bête souffre, alors que pourtant, son destin, c'est de mourir. Comment vous expliquez ça, finalement, dans une société qui a tendance à sacraliser le vivant, finalement, aujourd'hui ? Ouais, et effectivement, et en fait, ce qui m'a sauté aux yeux en m'installant, c'est qu'en fait, la mort va avec la vie. Et de quel droit, en fait, on pourrait estimer que la vie de ces animaux ne vaut pas la peine d'être vécue, qu'il ne faut pas les faire naître, parce qu'ils vont mourir. En fait, on va tous mourir un jour, et en même temps, on est heureux de vivre. donc effectivement, ils ont une mort programmée à un moment donné, parce que ce sont des animaux d'élevage, et que c'est pour ça qu'ils naissent. On les fait naître parce qu'à un moment donné, ils nous dégageront un revenu et on pourra aussi prendre plaisir à manger de la viande qui aura été élevée dans de belles conditions, avec des animaux qui auront bien vécu. Mais moi, je suis persuadée que la vie de mes vaches, elles sont heureuses de vivre et elles vaut la peine d'être vécues. Donc moi, mon rôle en tant qu'éleveuse, c'est à la fois de les faire naître, de leur permettre d'avoir cette vie-là, et puis derrière, de les faire vivre dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que je m'attache à toujours prendre énormément soin du bien-être de mes animaux en les faisant vivre en extérieur, sauf l'hiver, parce qu'il fait trop froid. Elles sont plutôt très contentes de rentrer au chaud dans ces cas-là. Et puis aussi en leur évitant toute douleur. Si elles se blessent, on va utiliser des antidouleurs, etc. pour tout faire pour qu'elles soient bien. Et là, ça va bien sûr au-delà d'un aspect économique. C'est de l'éthique, en fait. C'est le devoir qu'on a. Et je décris aussi des moments où en fait ça ne s'est pas bien passé dans le livre parce que dans ces cas-là, je m'en veux terriblement parce que en fait, c'est ma responsabilité de faire en sorte que ça se passe bien pour ces animaux-là. Et ça vous coûte aussi énormément d'argent. On voit le prix des vétérinaires, c'est quelque chose aussi qu'on découvre. Vous avez en tant qu'éleveur une relation très particulière avec ces médecins, pas forcément toujours heureuse, j'ai l'impression. Comment, justement, si vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce que ça coûte ? Alors, les vétérinaires, ce sont des acteurs indispensables des territoires. Ça vaut d'abord le coup de le dire, parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont difficiles, donc ils ont tendance à devenir de moins en moins nombreux. Et en même temps, on a besoin d'eux dans un élevage. Ça, c'est clair, parce qu'il y a des moments, en fait, juste en tant qu'éleveur, soit on n'a pas le droit d'intervenir, par exemple, on n'a pas le droit de faire une césarienne sur une vache, soit on ne sait pas faire.
Alors, une fois cela dit, c'est vrai qu'en même temps, en fait, c'est un coût extrêmement important. Justement, si je reprends l'exemple de la césarienne, ça va être 400, 450 € à payer pour pouvoir faire la césarienne via le vétérinaire. Donc, c'est quand même très, très cher quand on sait que le veau qui naît vaut entre 80 € pour ceux qui ont moins de valeur à 300, 350 €. Mais voilà, c'est quand même très, très cher pour ce qui est derrière, il en ressort, c'est-à-dire un veau, mais aussi une vache vivante. Donc ça, c'est important. Derrière, moi, quand je me suis installée, c'est vrai que, en fait, le vétérinaire, on avait beaucoup de dettes vis-à-vis de lui. Donc j'étais un petit peu ennuyée parce que moi, je ne savais pas faire, donc il fallait que je l'appelle très régulièrement. Et en même temps, je voyais les dettes qui s'accumulaient, je ne voyais pas exactement comment j'allais faire pour payer. Et le rôle du vétérinaire, c'est pas non plus de nous enseigner. Donc quand il venait, il m'expliquait pas forcément ce qu'il faisait, donc il m'aidait pas particulièrement à me dégager de ces services-là. Donc c'est vrai que c'était une relation un petit peu ambivalente. Mais bon, au final, j'ai fini par apprendre, mais ça n'a jamais été vraiment grâce au vétérinaire. Ça a davantage été notamment par une agricultrice qui s'appelle Alice. Je vous propose d'en parler, parce que tout au long de vos débuts, en effet, vous êtes épaulé par cette fameuse Alice, une agricultrice retraitée, qui vous prodigue ses conseils. Alors c'est une solidarité qu'on pourrait penser dans un milieu aussi dur, une solidarité qui soit plus générale. En fait, on se rend compte que c'est pas forcément le cas en vous lisant, qu'il n'y a pas la solidarité n'est pas forcément le mot qui domine le plus. Je pense notamment à des voisins, des agriculteurs voisins, qui quand ils apprennent que votre père a un cancer, s'interrogent sur la possibilité tout de suite de racheter l'exploitation. Mmh. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce qu'il y a quand même une solidarité paysanne ou entre agriculteurs? En fait, j'ai envie de dire que c'est une question de personne. Il y a des gens foncièrement bons sur Terre, puis des gens qui le sont un peu moins. Et de manière générale, des gens plus intéressés que d'autres. Donc oui, quand mon père, ça c'était extrêmement dur, ça m'a d'ailleurs beaucoup marqué. Quand mon père était très très malade, vraiment, il était pas bien. Il y a des agriculteurs qui sont venus, mais vraiment le harceler par téléphone ou physiquement à la maison pour récupérer les terres, ce qui était odieux parce que ça voulait vraiment le dire. En fait, tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas y arriver, et donc file-nous tes terres avant d'y passer, quoi. Donc c'était d'une violence inouïe. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui encore j'ai un peu de mal à pardonner. Et en même temps, il y a eu des agriculteurs qui m'ont aidé. Alors, il y a eu Alice qui m'a prodigué plein de conseils, notamment pour prendre soin de mes vaches. Il y en a eu d'autres que je ne cite pas dans le livre, mais il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Dehaye qui m'avait prêté un taureau parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter un pour me permettre d'avoir des veaux l'année suivante. Donc, il y a eu ce réseau de solidarité-là. J'ai envie de dire que la responsabilité était aussi un peu mienne, parce qu'il y a un vieux réflexe paysan que j'ai sans doute hérité d'une façon ou d'une autre, qui est qu'on ne demande pas d'aide en agriculture. C'est rare. C'est rare, c'est quelque chose qui naturellement ne nous vient pas à l'esprit. Et moi, en fait, j'ai très peu demandé d'aide. Donc, c'est aussi peut-être normal qu'on m'en ait pas donné. C'est très marquant, ça. C'est très dans ce livre. J'insiste parce que c'est vraiment un sentiment que j'ai ressenti en le lisant, notamment à vos débuts. Il y a un sentiment de solitude qui est très très fort, qu'on ressent à chaque page. Vous apprenez le métier et vous venez un petit peu de me fournir la réponse, c'est-à-dire que on a l'impression vraiment que vous êtes seul, mais on comprend aussi que si jamais le monde agricole fonctionne ainsi, on comprend mieux aussi qu'il y a autant de désastres humains, de suicides, parce que c'est une solitude absolument terrible. Ouais, je suis persuadée que un agriculteur qui ne va pas bien va rarement, celui qui va vraiment pas bien va rarement demander de l'aide, en fait. Et à l'époque, mais je crains malheureusement que ce soit toujours le cas aujourd'hui, il n'y a pas eu de mécanisme d'alerte, en fait. Il y avait, par exemple, on avait des dettes à la mutualité sociale agricole, qui est le système d'assurance sociale des agriculteurs. Le fait qu'il y ait eu des dettes là, en fait, c'est quand même déjà un signal pour la MSA, donc pour dire mais il y a peut-être un problème. Le fait qu'en plus mon père soit très malade, ça aurait dû être aussi une alerte en disant attendez, il y a un agriculteur là qui reçoit des indemnités parce qu'il est vraiment en longue maladie, et puis de l'autre sa fille qui s'installe et tout ça. Il n'y a jamais eu en fait la moindre réaction de la mutualité sociale agricole. Donc c'est vrai que là je me suis dit, et je me dis surtout a posteriori, il aurait peut-être fallu faire quelque chose. Et derrière c'est cette mentalité aussi agricole qui veut que, en fait, c'est pas de la malveillance du tout, c'est plus chacun est chez soi. Et si il est malvenu de venir interférer, de venir chercher l'agriculteur pour lui dire est-ce que tu as besoin d'aide ou autre, c'est un peu chacun ses affaires. Et s'il y a besoin, on lève la main. Et en fait, on lève rarement la main. Donc oui, c'est un phénomène explicatif, cette solitude de ce qui peut passer dans certaines exploitations.
Et justement, la souffrance que peuvent ressentir certains agriculteurs, certains éleveurs, qui les amènent malheureusement très très loin parfois, est-ce que vous avez pu en ressentir, pas forcément avec une telle intensité, mais comprendre que ce geste puisse arriver? Moi, je peux pas dire, je peux pas dire que je comprenne dans le sens où, moi vraiment, l'idée c'était justement de promouvoir la vie, donc ça m'est jamais venu vraiment à l'esprit en soi, et heureusement. Mais en fait, je peux comprendre que des agriculteurs en arrivent là, effectivement, en cas de solitude, etc. Et surtout, ce que je peux difficilement comprendre, c'est qu'on n'est toujours pas, en fait, de manière de les récupérer au passage efficace. Donc c'est vrai que ça passe via l'écosystème agricole, les autres agriculteurs, mais comme je disais, il y a un frein culturel. Donc à mon avis, il y a un sujet de protection sociale. On a quand même la mutualité sociale agricole est dédiée aux agriculteurs. Ce serait quand même intéressant qu'on ait des vrais leviers. Et moi, il n'y a pas très longtemps, en fait, je me suis inquiétée pour un agriculteur qui était vraiment en situation de solitude forte et en situation de détresse économique. Et donc, j'ai appelé un service, en fait, par téléphone qui doit permettre de signaler les agriculteurs en détresse. Et en fait, on l'avait beaucoup mis en avant parce que de par mon engagement, je me suis dit ça peut être quelque chose d'important. Donc, je connais les fondateurs au niveau du ministère, etc., qui ont fait ça. Et donc, je l'ai utilisé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fonctionnait extrêmement mal parce que normalement, un tiers est capable de sonner l'alerte. Et moi, en fait, on m'a répondu que c'était à l'agriculteur lui-même d'appeler, ce qu'il ne fera jamais. Donc, preuve en est qu'on est loin, loin, loin du résultat escompté. Donc, il y a beaucoup à faire, mais à mon avis, c'est la responsabilité de la protection sociale de porter ça. Il y a aussi la question de la maladie, parce que quand vous êtes malade, c'est un métier qui n'autorise pas la faiblesse, en fait, parce que vous l'expliquez vous-même, quand vous êtes malade, les banques ne vous prêtent plus d'argent, par exemple. Ouais. Donc, finalement, ça vous enfonce dans un cercle totalement vicieux. Ouais, c'est effectivement un sujet qui me tient à cœur, en fait, c'est que un agriculteur n'a pas le droit d'être malade, parce que s'il est malade, il pourra quasiment plus investir, parce qu'en fait, il en a besoin d'investir en permanence, de renouveler du matériel, etc. Et de par la maladie de mon père, en fait, on s'était retrouvé effectivement avec l'impossibilité de faire des prêts. Et donc, du coup, un matériel qui vieillit. Et donc, je me retrouvais avec des factures de mécaniciens qui étaient monstrueuses pour réparer le matériel. On ne peut plus réinvestir dans l'avenir dans ces cas-là. Donc, effectivement, c'est un grave sujet parce qu'en plus, par exemple, un cancer, même si on est remis, ça va nous poursuivre plusieurs années. On ne pourra pas avoir le droit à l'oubli est quand même assez long. Donc, on ne pourra pas avoir de prêt pendant un long temps. Mais j'ai envie d'élargir un petit peu le sujet parce que j'en parle pas dans mon livre parce que c'est arrivé postérieurement. Mais quand je sors d'une grossesse, et c'est pareil avec la grossesse, en fait, ça m'a quand même assez révoltée parce que moi, j'ai été obligée de travailler jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de mon accouchement sur l'exploitation. Et quand je discutais avec les agricultrices, en moyenne, en fait, elles avaient tout fait pour avoir leurs enfants avant de s'installer parce qu'elles savent très bien qu'elles sont peu protégées dans le cadre de leur activité lorsqu'elles sont enceintes. Et elle me dit, mais ça, c'est absolument, c'est insupportable. Enfin, on devrait pouvoir envisager sereinement une grossesse en tant qu'agricultrice. Et aujourd'hui, on a des services de remplacement qui sont censés nous fournir des remplaçants, mais ça intervient en fin de grossesse. Même en début de grossesse, on a le droit d'avoir des sujets et de ne pas pouvoir faire des traites du rodéo en tracteur en tant qu'agricultrice. Donc on est mal protégé. Et puis les services de remplacement, en fait, n'ont pas de remplaçants. Donc en général, très souvent, les agricultrices ne sont pas remplacées. Donc on arrive à des situations extrêmes où moi, à 8 mois de grossesse, j'étais encore en train de faire naître un veau, quoi. Et donc là, il y a tout quelque chose il y a beaucoup de choses à repenser en termes de protection sociale en cas de maladie, en cas de détresse psychologique et de grossesse. Vous parliez d'argent tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un petit peu une vision de ce que c'est que d'arriver à la tête d'une exploitation lourdement endettée. Parce que finalement, on a tendance à entendre parfois que les agriculteurs sont des entrepreneurs. C'est un peu comme ça qu'on les décrit. Ça paraît très étonnant vu d'extérieur. Alors, à quel point c'est vrai, je voudrais que vous nous le disiez, mais je voudrais aussi savoir que vous nous donniez un aperçu des chiffres avec lesquels vous jonglez, qui paraissent peut-être abstraits finalement quand on n'y pense pas. Alors, en fait... Je me permets juste de dire, comme vous l'avez dit vous-même, vous êtes lourdement endetté. On pourrait se dire, mais finalement... si vous êtes lourdement endetté, qu'est-ce qui vous a poussé à insister? Parce que vous auriez pu dire, bon, bah, tant pis, on arrête les frais là. Oui, alors, en fait, dans mon parcours, j'étais en école de commerce quand je me suis installée en tant qu'agricultrice. Donc, j'avais appris à faire des prévisionnels financiers. Donc, je me suis dit, en fait, ça sera ric-rac, mais on est capable d'y arriver.
et de redresser l'exploitation. Donc ça a été mon premier point, c'est que j'ai essayé d'analyser la situation un petit peu froidement. Et je tenais à garder la ferme pour, notamment vis-à-vis de mon père et autres. D'abord, avant de me prendre de passion pour le métier. Donc j'avais à la fois cette détermination et puis cette analyse un petit peu froide des choses. Mais c'est vrai que, en fait, dans une exploitation agricole, il ne faut vraiment pas avoir peur des gros chiffres. Tout simplement parce qu'on a une activité qui rémunère fondamentalement en général pas beaucoup, mais qui a besoin de beaucoup de capital pour la production. Donc des tracteurs, des bâtiments, des terres, et puis bien sûr des semences, etc. Donc tout cela fait qu'on arrive très rapidement à des gros chiffres. Alors nous, sur l'exploitation, on était autour de, quand je me suis installée, de 600 000 € de dettes. Là-dedans, il y avait des dettes long terme, donc des tracteurs qu'on rembourse sur 8 ans ou 6 ans, et des dettes très court terme, donc qui devaient être remboursées à la fin de l'année. C'est pas les dettes en soit moyen terme, long terme qui me gênaient, c'était les dettes court terme, parce que là, j'avais autour de 100 000 € à rembourser, même plus en fait, mais à rembourser là, dans les mois qui suivaient, et j'en étais fondamentalement incapable, parce que sur une exploitation, en fait, déjà, le temps entre le moment du semis et le moment de la récolte, il se déroule 1 an. Donc, et on ne vend pas forcément directement la récolte, donc parfois il faut 2 ans pour avoir le revenu de ce qu'on a semé à un moment donné. Donc tout ça est très long, et du fait de l'intensité capitalistique des exploitations, on arrive très très rapidement à des montants importants. Donc là, en fait, typiquement, moi, pour mes 600 000 €, il m'a fallu 9 ans pour arriver à tout rembourser. Donc ça a été extrêmement long. Et aujourd'hui, votre exploitation est rentable et vous... votre source de revenus, finalement, c'est la vente des bêtes. Ouais, mon exploitation, elle est rentable. Alors, moi, en fait, sur l'exploitation, je génère autour de 200 000 € de revenus annuels. De chiffre d'affaires. Hein. Donc après, il y a toutes les charges, bien sûr, qui derrière viennent déduire tout ça. Donc ma ferme, elle est à l'équilibre. J'arrive à rémunérer mes 2 salariés. J'arrive à rémunérer, à payer mes tracteurs, à les renouveler plus souvent pour travailler dans de bonnes conditions de travail, parce que ça c'est important aussi. Hein. C'est au-delà du capital, c'est de se dire comment est-ce que je travaille sans me casser le dos, sans me faire trop mal. Donc tout cela est important. Donc là aujourd'hui ma ferme elle vit bien. Elle vit bien. Est-ce qu'elle vit suffisamment bien ? Je suis pas sûre, parce que c'est un combat de tous les instants pour justement faire en sorte qu'elle soit à l'équilibre. Et on est juste à l'équilibre. Je me pose la question d'investissement pour, en fait, tout simplement que la course soit un petit peu mieux, qu'on soit pas trop dans la gadoue, etc. Et en fait, je me gratte la tête parce que je me dis comment est-ce que j'arrive à financer 60 000 € sur 5 ans. On est encore en train, en fait, de tout calculer pour que les fins de mois se déroulent bien. Donc pour moi, c'est une attention de tous les instants. Et il y a des moments où tout peut basculer. Notamment là, je suis en train d'envisager un projet d'investissement à 150 000 € à peu près pour mettre aux normes l'exploitation sur le stockage des fumiers. Donc il faut que je passe un bâtiment couvert pour stocker mes fumiers. Ça me coûte cher, donc 250 000 €, et ça me rapporte rien du tout. J'ai c'est de la mise aux normes. J'ai aucun retour sur investissement de ça. Donc derrière, je me dis comment est-ce que je suis capable de financer 250 000 € même sur 20 ans alors que ça ne me rapporte rien. En fait, j'entame directement la profitabilité de mon exploitation qui est toute pile à l'équilibre. Donc c'est extrêmement dur en fait de se projeter sur l'avenir et de notamment se projeter sur les transitions en cours en termes environnementaux quand on est tout pile en termes de revenus, et c'est bien le problème aujourd'hui. Et comment vous expliquez ce chiffre d'affaires soit justement que à l'équilibre, le chiffre d'affaires, le résultat net de l'exploitation ne soit qu'à l'équilibre? C'est quoi? C'est que les bêtes ne sont pas vendues assez cher? C'est en termes de volume, les gens peut-être consomment moins? Enfin, comment vous l'expliquez? En clair, quelles seraient vos marges de progression? Ouais. Je pense que c'est par les deux bouts en fait. Un revenu, ce sont des prix payés avec des volumes, moins des charges. Donc il y a un sujet de prix. Les prix sont globalement un petit peu meilleurs depuis 2 ans, notamment sur la viande. Sur les céréales, c'est variable, mais bon, c'est un petit peu mieux. Aujourd'hui, ça me permet quand même de dégager un peu plus. Mais on voit en fait l'impact derrière sur le pouvoir d'achat des ménages, c'est que il y a de l'inflation alimentaire et les gens trouvent que la viande, notamment, est beaucoup trop chère actuellement. Donc c'est toujours un arbitrage à avoir. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de pression pour que les prix rebaissent, les prix d'achat dans les exploitations. Pour moi, ce serait une catastrophe.
Donc il y a ce sujet du prix où défendre en fait la valeur de ce qu'on fait. Et pour moi aujourd'hui, avoir de l'élevage au pâturage des animaux, prendre soin des animaux et tout, en fait c'est un coût. Et derrière il faut être capable de payer ça. Et en même temps je suis persuadée que c'est globalement ce que les gens veulent manger. Donc après il y a le sujet de bien les informer sur la qualité de l'élevage qu'on pratique en France, parce que mon cas n'est pas exceptionnel du tout. Et puis derrière il y a aussi les informer, et à mon avis c'est le gros levier, sur l'impact santé. Toute viande ne se vaut pas et c'est bien meilleur pour la santé de manger une viande qui a été élevée en plein air avec de la bonne nourriture plutôt que quelque chose qui a été engraissé aux antibiotiques à l'autre bout du monde dans les faits et qui a été transporté ensuite en carcasse, etc. En termes sanitaires, en général, on n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc il y a ce point-là. Et puis il y a le sujet des charges. Et là, c'est global. C'est un sujet des intrants, des semences, aussi des produits phytosanitaires dont on parle beaucoup, mais qui coûtent cher aux exploitants. Et puis, on n'en parle pas assez, mais ce sont aussi les tracteurs. Le prix des tracteurs a pris 30% depuis, depuis 3 ans. Alors, le prix d'un tracteur, c'est variable, c'est entre 80 000 euros et 200 250 000 euros. Ça dépend de la puissance du tracteur et ce qu'on fait avec. Mais donc ça c'est un poste de coût extrêmement important. Donc là, il y a un sujet, en fait, tout simplement aussi il faut être raisonnable en amont de la filière. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2 ans avec le Covid, etc., le prix des métaux, des plastiques, de l'électronique avait fortement monté, les prix des tracteurs avaient explosé. Aujourd'hui, il s'agirait que ça revienne un petit peu à la raison, parce que déjà, si on diminue un peu le prix des tracteurs, on va améliorer la qualité de vie des agriculteurs. Hein. Enfin, on ne pense pas assez à ce maillon-là. Et puis derrière, il y a bien sûr les charges fiscales, les charges sociales. On est quand même les champions en France des prélèvements obligatoires. Et là, il y a aussi beaucoup à faire, en particulier parce qu'on est sur un marché unique européen et quand la main-d'œuvre coûte très très cher en France et qu'elle coûte beaucoup moins cher en Allemagne ou en Espagne, directement on arrive à des distorsions de concurrence et donc à des produits français qui n'arrivent plus à bien se vendre sur le marché européen en comparaison d'autres produits moins disants d'un point de vue social et environnemental. On va en parler bientôt. Juste avant, je voudrais qu'on aborde un petit peu les questions écologiques, les questions de ruralité, de métropole. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu. Donc, comment on arrive à faire cohabiter ruralité et métropole? Je dis ça parce que vous êtes élu local dans votre municipalité et vous racontez la difficulté que vous avez à faire comprendre à certains citoyens qui viennent s'installer chez vous que, à la campagne, il y a des tracteurs qui passent. Alors, ça peut paraître de l'ordre de l'évidence pour quiconque connaît un minimum la campagne, mais manifestement, ça n'est pas le cas pour tout le monde. Comment on explique un tel décalage, finalement ? Merci de m'interroger là-dessus. C'est vrai que c'est un point important. Moi, je suis dans le parc naturel du Perche. Alors, c'est un lieu en fait intéressant parce qu'on accueille beaucoup d'urbains pour les week-ends en particulier. Et ce qu'ils recherchent quand ils sont dans le Perche, dans cette zone du bocage normand, c'est vraiment la tranquillité, les beaux paysages et puis surtout en fait le fait qu'on reste en mode carte postale, que ça ne bouge pas trop. Et il y a les gens aussi qui vivent à titre permanent dans le Perche et qui eux ont leur activité professionnelle sur le secteur et ont besoin en fait qu'il y ait de l'activité industrielle, de l'activité agricole et autres. Donc on a et donc du passage dans les villages avec des poids lourds, des tracteurs, parce qu'en fait ça fait partie de la vie locale. Donc là, en fait, on a une confrontation de vision et des gens qui ne se comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations. Et moi, ce que je défends là-dessus, c'est en fait le droit à la ruralité de vivre économiquement et donc effectivement parfois de fourmiller de vie et d'avoir beaucoup d'acteurs qui circulent sur le territoire parce que c'est important pour sa vitalité. Et je vois pas pourquoi on devrait imposer à la ruralité, à la campagne, le calme et le silence et la non-activité, alors qu'en ville, on se donne le droit de tout bétonner et puis d'être dans la frénésie du rythme urbain. Donc pour moi, là, il y a vraiment une culpabilité dans les faits des résidents urbains quand ils viennent en campagne d'exiger ça. Et donc je me bats beaucoup pour que tout simplement les tracteurs aient encore le droit de circuler. Les agriculteurs, ils travaillent le dimanche. Oui, ça fait parfois du bruit, mais c'est important pour eux. Et eux n'ont pas de dimanche, malheureusement. Je pense qu'ils aimeraient bien se donner le loisir de ne rien faire non plus. Donc voilà, soyons respectueux en fait vis-à-vis de la ruralité et donc respectons ces acteurs et son activité. En revanche, quand même, soyons aussi cohérents. Moi, je vois parfois des agriculteurs qui vont travailler le sol avec plein de poussière un dimanche midi, alors que tout le monde est sur la terrasse en train de manger. C'est pas non plus respectueux. Donc, je pense qu'il y a moyen, quand même, de manière décente et intelligente, de travailler
de vivre ensemble et de faire en sorte que chacun se respecte. C'est juste ça que je recherche dans les faits. Est-ce que ça illustre pas une forme de mépris vis-à-vis de votre métier, de votre fonction, d'une partie de la population qui a oublié justement que la France était une terre agricole dans son histoire? On a tendance notamment justement à critiquer les écologistes des grandes villes qui ont une vision très particulière de cette société. On voit bien que justement les gens qui viennent s'installer dans le Perche ont également parfois des difficultés à s'assimiler aux coutumes, pardonnez-moi l'expression, locales, mais comment vous le vivez, vous? Je pense qu'en fait, on assiste vraiment là à l'incarnation de populations qui se sont éloignées, qui ne se comprennent parfois plus, ce qui est quand même un drame parce qu'on mange 3 fois par jour, donc on a quand même intérêt à comprendre comment fonctionne la production de notre alimentation. Donc là, il y a un sujet de santé publique, mais d'éducation, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Il y a pour moi une responsabilité partagée. Il y a aussi le monde agricole qui a beaucoup changé. On lui a demandé de changer de manière très rapide. Donc lui, il s'est adapté, il s'est métamorphosé dans les 50 dernières années. Donc il n'a pas pris la peine en fait d'expliquer ce qui se passait dans les campagnes aux citoyens de façon générale. Et on ne sait plus vraiment comment fonctionnent les exploitations. C'est un peu des boîtes noires dans les yeux du grand public. C'est profondément anxiogène. Et du coup, après, il ne faut pas s'étonner en fait, que les gens ne comprennent pas pourquoi l'agriculteur doit récolter absolument fin juillet sa moisson avant la pluie. Donc il va faire de la poussière quand on n'a pas envie qu'il en fasse. Ou pourquoi est-ce que l'agriculteur va épandre des phytosanitaires de nuit? On va se dire mais il se cache, qu'est-ce qui se passe? Donc alors que c'est pour info, pour protéger les abeilles. Donc c'est un peu en fait ce dialogue qu'il faut rétablir. Et c'est vraiment ce que moi j'essaye de faire. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise volonté de part et d'autre, il y a juste beaucoup d'incompréhension, beaucoup aussi d'anxiété à plus comprendre. Donc rétablissons le contact en fait. C'est comme ça qu'on arrivera à mon avis à surmonter les fossés qui se creusent et qui n'ont pas lieu d'être. D'un point de vue politique, vous êtes un peu entre deux feux, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les animalistes qui veulent la fin de l'élevage, et vous avez également les écologistes qui, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, je vais y arriver, veulent diminuer la consommation de viande. Alors moi je me pose la question, mais qu'est-ce que serait un monde sans élevage? Ce serait triste, hein. Un monde sans élevage, en fait, pour moi ce serait un drame, mais sur multiples pans en fait. Si je prends le pan déjà alimentaire, on aurait quand même un sujet, parce qu'on a besoin de consommer de la viande en tant qu'humain pour tout simplement exister et vivre en bonne santé, parce qu'on a notamment un sujet d'acides aminés dont on a besoin dans l'alimentation. Alors on peut essayer de faire sans, mais en général, beaucoup de personnes devront prendre des compléments alimentaires. Bon, c'est le premier point. Et on a un point environnemental qu'on souligne vraiment pas assez. On dit tout le temps, les ruminants, donc ce sont en plus les animaux qui pâturent, hein, les vaches, les moutons en particulier, émettent du méthane. C'est vrai, donc c'est un gaz réchauffant. Mais on oublie à chaque fois de dire que l'élevage capte aussi beaucoup, notamment dans les prairies, et que à chaque fois que l'élevage disparaît, se retire, parce que c'est quand même aujourd'hui le cas en France, on a des prairies qui sont soit abandonnées, donc là ce sont des espaces qui se referment, après il y a la forêt, et ça c'est un drame environnemental, parce qu'en fait en France on a besoin d'espaces ouverts avec de la biodiversité. Il y a plus de biodiversité dans un mètre carré de prairie que dans un mètre carré de forêt en France. Donc ça, je sais pas bien. Ou alors, les prairies, elles sont labourées. Et donc là, c'est le pire du pire parce qu'on laboure. Donc on libère tout le carbone qui était stocké dans le sol. Et en plus, on détruit aussi les écosystèmes qui s'étaient implantés dans la pâture. Donc dans tous les cas, honnêtement, c'est vraiment pas bon pour l'environnement. Et derrière, des champs cultivés, quoi qu'on en dise, ce sont aussi des champs où le sol souvent est travaillé, et où il y a des usages de produits phytosanitaires. Une prairie, c'est un espace entièrement dépourvu d'usage de produits phytosanitaires. On fait pousser l'herbe, point, et on y met des animaux. Donc en termes environnementaux, je vais assez vite là, mais il y a vraiment des sujets à rouvrir sur l'impact de l'élevage qui, quand même, j'en suis absolument convaincue, et c'est démontré, est très positif dans les faits. Comment vous expliquez que ça soit totalement absent du discours? Parce qu'on va dire, en effet, les grandes figures écologiques vont dire il faut moins d'élevage, il faut moins de viande, il faut moins de carbone, grosso modo, mais elles ne vont pas parler de ces sujets-là. Est-ce qu'elles en ont même conscience en réalité? Je pense que c'est
méconnu, ou en tout cas, on essaie toujours de caricaturer le débat pour le simplifier pour le grand public. Alors, je pense que le grand public aujourd'hui mérite quand même qu'on explique correctement les choses et qu'on ne parle par exemple pas que carbone, parce que c'est vrai que si on n'a qu'une approche carbone, l'élevage peut être mis en question, même si on arrive à avoir des exploitations neutres en carbone ou captant en net du carbone, mais c'est déjà plus difficile. En revanche, si on prend en compte l'impact biodiversité, là c'est extrêmement positif en faveur de l'élevage pâturant. Donc c'est juste qu'en fait on simplifie le débat pour le grand public, et ça c'est quand même un drame, parce que ce sont des sujets fondamentaux. Et pour revenir juste à l'importance de l'élevage, moi ce que je défends aussi beaucoup dans le livre en filigrane, c'est que cet élevage-là aussi nous rapproche de la nature. Le fait que l'animal s'éloigne de nous, en fait, progressivement, parce qu'on a encore des petits chiens et des petits chats dans les appartements, dans les maisons, mais le fait que l'animal d'élevage s'éloigne de nous, en fait, c'est aussi un éloignement qu'on a vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de son fonctionnement. Et pour moi, c'est pas très sain. Tout ce que j'aspire pour ma fille, pour les enfants de France, c'est qu'ils puissent côtoyer en fait demain encore des vaches, des moutons, des chèvres, et parce que ça fait, à mon avis, c'est structurant dans l'approche du monde qu'on peut avoir pour l'avenir. Plus le syndicalisme agricole s'affaiblit, plus il se fait dépasser par sa base, plus en fait l'effort pour penser l'agriculture va devoir être fait. Ça va être un problème pour le pouvoir politique. L'agriculture française est extrêmement morcelée. Il y a les bio, il y a l'agriculture de conservation des sols, il y a les éleveurs, il y a les viticulteurs, il y a les céréaliers, etc. Les agriculteurs qui le réclament et ce qu'ils n'ont pas eu, avant le revenu en soi, avant les sujets de phyto ou autre, c'est une direction, c'est savoir où on va en fait. On impose des petites normes par-ci par-là aux agriculteurs, et donc on pédale dans le vide en fait, et on n'avance pas. La politique agricole commune fonctionne de moins en moins bien. Il ne faut pas s'étonner que les agriculteurs européens souffrent de cette situation-là. On les oblige à être sur un marché commun, sans droit de douane, avec une libre circulation des denrées agricoles, mais à fonctionner avec des règles du jeu qui sont extrêmement différentes d'un pays à un autre. On a un intérêt commun à travailler ensemble au niveau européen sur les sujets agricoles. En revanche, on le fait extrêmement mal. Est-ce qu'on veut perdre progressivement notre souveraineté alimentaire pour vendre plus d'industrie à l'étranger ? Je suis pas sûre que ça, le citoyen soit d'accord. Aujourd'hui, on exporte notamment des produits phytosanitaires qui sont interdits sur le territoire européen, ce qui est quand même une hérésie. On est sur des injonctions monstrueuses, on a un mur devant nous. Moi, je suis persuadée qu'on est capable de franchir ce mur-là et d'arriver à faire quelque chose, mais il faut sérieusement qu'on construise un plan.